Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, est non seulement docteur spécialisé en psychologie sportive, il est ostéopathe, il est une sommité mondiale dans la biomécanique. Il a aidé les plus grands athlètes à le rester. Et comme si ce n'était pas assez, il est également conférencier et auteur à succès qui parle de confiance, d'estime, de communication et de réussite. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Docteur Sylvain Guimond, je ne sais pas si je dois vous voyer ou te tutoyer. Je ne sais pas. Oui, c'est tutoyer, oui. T'aimes mieux ça? Oh, oui. Ouais. Les titres, tu t'en fâches pas là-dedans, toi? Non, c'est pas vraiment important. Puis ici, au Québec, on dit docteur pour ceux qui sont en médecine. Et ceux qui sont PhD, on va dire Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport. Donc, on le met à la fin du nom. Fait que ça ferait drôle de dire Sylvain Guimond, docteur. On est aussi bien de dire juste Sylvain. Quel parcours de vie tu as? On se connaît pas beaucoup, toi et moi, mais à chaque fois... Mais on se connaît beaucoup. C'est drôle, hein? Oui. Parce qu'on s'est jasé un petit peu avant le début de l'émission, puis je t'ai dit, arrête, parle-moi plus, parce que là, on va enlever le jus. Et d'ailleurs, c'est un peu ça, je te dirais, la prémisse de cette émission-là. C'est drôle, le parcours que l'on a, toi et moi. Mais très semblable. C'est drôle. Toi, tu es un gars de Sorel. Oui, c'est ça. Une famille de 8 enfants? 8 enfants. 7 gars, une fille. Puis toi, t'es le... Dernier. Le dernier de la famille. Oui, le dernier. T'as eu quoi, 50 ans l'année passée? J'ai eu 50 ans cette année. Cette année. Comment tu l'as pris, Sylvain? Bien. Maintenant, je sais où je m'en vais. Je vais mourir exactement à 100 ans. Parce que là, j'ai 50 puis j'étais à moitié mort. puis je veux mourir à 100 ans après avoir fait l'amour, prends un bon vin, ça va être correct. Et c'est à 100 ans. Donc, tu t'es programmé ça pour... C'est déjà ça. Fait que j'en ai la moitié de fête. C'est quoi ton parcours de vie pour arriver ici? En fait, je dis c'est quoi? Je le sais parce que j'ai fait ma recherche, mais il me semble que rien ne te destinait à être ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ah non, c'est vrai. Mais ma vie, moi, probablement, je fais de l'impro. Fait que ma vie, elle ressemble un peu à de l'impro, mais en sachant toujours où je vais pas mal. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Non, bien sûr. Donc, mes rêves sont là et j'essaie à chaque jour de m'approcher le plus possible d'un rêve puis de le vivre. Puis une fois que je l'ai fait, je fais un crochet comme dans Bucket List, là. Oui. Et je me dis, bon, bien, ça, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose. Mais tu n'avais pas un milieu de vie qui t'amenait vers ce que tu es aujourd'hui? Je veux dire, tu viens d'un milieu modeste. J'imagine, avec 8 enfants, ça ne doit pas être riche chez vous, là. Très modeste. Mon père était ingénieur de machine fixe. Il était sur les bateaux. Puis, à un moment donné, ils ont eu 5 garçons d'affilée, à 1 an de différence entre chaque. Donc, il était temps pour lui de mettre le pied à terre. Oui. Et là, il y a eu 3 autres enfants par la suite. Et moi, je suis le dernier. Et en fait, je ne voulais pas être là. C'était un peu parce qu'il n'y a plus dans un voyage. Fait que je suis parti avec mon père et je suis revenu avec ma mère de ce voyage-là. Et me voici. Tu as passé toute ta vie à Sorel? Oui, j'ai grandi là. Mes parents sont là. Puis pour moi, c'est important aussi que j'installe ma vie autour de ma famille. Pour moi, la famille, c'est extrêmement important. Puis je voulais que mes enfants puissent voir mes parents. Aujourd'hui, mes parents ont 89 et 87 ans. Ils sont tous les deux en très, très bonne forme. Ils sont tous les deux dans leur maison seuls. C'est toute beauté de voir ça, des gens en amour depuis autant d'années, puis de vieillir en santé. Tu as toi-même 2 enfants? J'ai moi 2 enfants. Une fille. Un gars, une fille? Oui, c'est ça. Ils ont quel âge? 18, 20, c'est ça? 20-18. 20-18, OK. Oui. Une inversion, c'est correct. Non, oui, c'est ça. Puis toi-même, ça fait 25 ans que tu es marié. Oui, c'est ça. T'es-tu un gars... Je veux dire, c'est parce que je regarde le portrait, je me dis, mon Dieu, il n'y a rien qui clenche dans la... Tu sais, qui flanche ou qui clenche dans sa vie ou qui ne marche pas. Il y en a, mais là-dessus, c'était assez stable. J'ai connu ma femme, j'avais moi 12 ans, elle avait 10 ans. J'ai demandé pour patiner, elle a dit oui, fait qu'on était ensemble depuis ce temps-là. C'est ta première petite blonde? Oui, j'ai pas laissé la main. J'ai pas pris de chance. J'ai dit d'un coup, j'en pogne pas d'autres. T'as peut-être un gars d'engagement, on peut dire. Oh, oui. Quand on s'embarque dans une vie. Puis t'habites encore à Sorel? J'habite encore à Sorel. Puis
Puis je voyage. Pour moi, ça se fait bien. Le temps que je voyage entre Sorel et Montréal, majoritairement mon travail, c'est un temps que j'ai pour moi, pour penser, pour être... c'est comme un genre de petit buffer entre les deux. Avant l'émission, on a commencé à jaser de nos études, puis tu m'as avoué que tu étais dyslexique, comme moi je le suis. Je trouve ça absolument effarant, ou devrais-je dire extraordinaire, qu'un dyslexique l'était moi-même, et aujourd'hui, autant de diplômes et autant de connaissances dans son domaine. Comment tu fais ça? J'ai trouvé des façons différentes d'étudier. En fait, la première chose que j'ai trouvée, c'est que dans ma vie, j'ai eu une rencontre qui a été marquante. J'ai rencontré une sœur qui s'appelle Sœur Rita Lanois. On va en parler tout à l'heure. Et elle a changé ma vie en me donnant confiance en moi. Puis à partir du moment où j'ai eu confiance, j'ai été capable de trouver les moyens pour justement faire face à un déficit d'attention, à un peu de dyslexie. Donc, tout ça, j'ai trouvé des moyens différents d'étudier. Et comment j'ai fait, c'est que tout ce que j'étudiais, je le réécrivais au complet, toutes mes notes. Ensuite, j'écrivais ça avec de la couleur. Puis ensuite, ce que je faisais, je prenais un grand rouleau. Comme même à mon doctorat, j'ai fait ça aux États-Unis, à San Diego. J'avais un rouleau de 100 pieds avec 3 pieds de large et écrit sur les deux côtés. Et là, j'étudiais en déroulant le rouleau. Et quand j'arrivais dans l'examen, tu revoyais le rouleau. Je revoyais où étaient placées les réponses. C'était très, très visuel. Je mettais ça sur le mur, puis je me souvenais. Puis après ça, j'enregistrais chacune des choses à étudier sur un tape que je réécoutais. Fait que quand c'était pas le côté visuel qui me ramenait la réponse, c'était le côté auditif que je me souvenais d'avoir entendu. Et souvent, les gens vont se dire, on va se souvenir d'un endroit où on a mis les choses, on va se souvenir d'une façon visuelle, ou on va se souvenir de ce qu'on a entendu. Une chanson, les gens vont retenir les paroles parce qu'il y a une mélodie, puis ça l'amène à l'autre mot qui s'enchaînent les uns aux autres. Et c'est un peu comme cette façon-là que j'ai pris pour justement contrer mon problème. Tes enfants sont-ils dyslexiques? Non, je crois pas. Eux ont pas mal de facilité à l'école. Moi, c'était... Et je viens d'une famille où tout le monde avait beaucoup de facilité à l'école puis avait des très bonnes notes. Moi, j'arrive le dernier, puis je suis celui qui a échoué ma 3e année. J'ai échoué au secondaire. J'étais pas parti pour aller à l'université. Tu sais qu'on est échoué aux mêmes places? En même... 3e année... Puis le secondaire. Ça, le 3 était pas chanceux dans notre cas, je pense. C'est drôle, cette histoire-là, par exemple. Je pense, Éric, la chose là-dedans, c'est que c'est un manque... On finit par avoir peur, puis on manque de confiance. Donc, quand on nous explique quelque chose, on se dit, bien, je suis pas en train de comprendre, là. Et on est en train de parler à soi-même en même moment qu'on prend de l'information. Donc, c'est impossible d'intégrer les deux en même temps. Mais lorsqu'on a confiance, on n'a pas ce langage interne-là défaitiste. Puis là, on est capable d'absorber le matériel qu'on a à apprendre. Comment Sylvain Guimond est devenu spécialisé en psychologie sportive? Je ne parle pas des études, mais à quel moment tu as décidé que ça allait être ça ta vie? Puis l'ostéopathie aussi? Oui, mais la biomécanique, tout ça, c'est un peu un hasard parce que j'étais joueur de hockey moi-même. Fait que j'ai joué au hockey pour payer mes études et je jouais au baseball. Mais là, un peu. Tu jouais au hockey pour payer tes études, donc tu étais dans, un bon calibre. Un très bon calibre. J'ai joué aux États-Unis universitaires, tout ça. Fait que ça m'a aidé. J'ai allié le sport et les études. Et en même temps, lorsque j'ai terminé de jouer au hockey, j'avais toujours le baseball que j'aimais aussi, puis j'étais blessé, fait que j'allais voir des thérapeutes. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, mais je devrais peut-être devenir thérapeute. Et c'est comme ça que ça m'a amené aux côtés de la biomécanique et des connaissances que j'ai faites, puis devenir ostéopathe. Oui, excuse-moi. Oui, non, puis par la suite, ce qui est arrivé, Éric, c'est que en traitant plusieurs athlètes dans le monde du sport, avec la Ligue nationale, avec la NBA, et j'ai rencontré une dame qui s'appelle Christina Vassari, qui était la psychologue du sport pour la NBA pendant 16 ans. Et moi, chez les athlètes, quand on traitait au niveau de problèmes biomécaniques... Donc physique. Physique, ce qui était le plus important, c'était le côté psychologique. Parce que ce qui leur fait peur, c'est est-ce que je vais être capable de revenir au jeu? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Et je voyais que le problème physique n'était qu'une petite partie, mais la grande partie, c'était leur crainte. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis intéressé de plus en plus à l'aspect psychologique et j'ai voulu mettre le côté physique et psychologique ensemble. C'est pour ça que je suis allé faire un doctorat en psychologie. Puis tu es une sommité mondiale en biomécanique. En posture, oui. Bien, une sommité mondiale. Non, je l'ai lu. Je ne voudrais pas le dire, mais je l'ai lu à quelque part. Oui, je sais, mais j'ai inventé un système d'évaluation biomécanique de posture. Et ce système-là est maintenant utilisé dans 26 pays. C'est traduit en 6 langues et ça a aidé différents athlètes bien connus, dont Mario Lemieux, Tiger Woods, tout ça. Fait que ça a fait connaître ce système-là et c'est un système très unique au niveau de la posture. Et
pour les gens qui ont des maux de dos, la posture, c'est crucial. Bien sûr. Donc, si on est capable de corriger la posture avec des exercices et savoir si on a une bonne ou une mauvaise posture, parce que si on était né avec un GPS d'orientation spatiale, qu'on saurait exactement si on est mal placé, on se repositionnerait automatiquement, mais on n'a pas ça. Donc, automatiquement, il faut en prendre conscience. Et la première partie dans l'évaluation de posture, c'est de se rendre compte qu'on a une mauvaise posture et qu'on peut la corriger. Donc, de là, le Biotonix? Oui, et l'évaluation de la posture, moi, lorsque je regarde quelqu'un et je vois des traits de posture, je vois aussi leur type de personnalité. Donc, si je rentre ici, puis je m'en viens comme ça, ou j'ai une posture différente, vous allez avoir une partie de ma personnalité. Est-ce que ça, c'est vrai ou non? Et j'ai voulu en faire la preuve. Donc, c'est là-dessus que j'ai fait mon doctorat, sur la posture et la personnalité. Et il y a un lien de 92 entre ce qu'on est physiquement et ce qu'on est mentalement. Notre corps parle, c'est notre body language. Bien, oui, puis c'est puissant, tu le sais, tu es dans le monde des médias. Écoute, j'ose même pas te poser la question de ce que tu analyses avec moi, parce que, tu vois, moi, je suis un peu voûté vers le devant, parce que j'ai un gros torse. Oui. Et toute ma vie, parce que, justement, c'était trop gros, je me suis voûté. Et aujourd'hui, bien, ça me donne une posture plus voûtée, alors que je suis pas un gars voûté dans la vie. Là. Tu sais, Non, je me tiens à droite, mais effectivement, je suis pas content de ma posture. Non, tu n'es pas content de ta posture, mais en même temps, ta posture est ce que tu es. Oui. Dans le sens que j'ai rencontré quelqu'un comme toi, exactement comme toi, avec une posture exactement comme la tienne. Et c'est Dr. Wayne Dyer. Ah oui? Et Wayne Dyer avait la tête portée beaucoup vers l'avant. Toi, ce que tu as fait dans toute ta vie à date, c'était quoi? D'écouter les gens, à te porter vers eux. Donc, dans ta posture, c'est ce que tu fais. Ça part de là? Ben oui. Est-ce que tu vas me parler dans l'entrevue à côté comme ça en ce moment? Non, jamais. Il faut que j'aie une proximité avec toi. Oui, c'est ça. ça. Donc, tu adaptes ça. Mais maintenant, il faut que tu fasses des exercices en sens opposé. Puis adopter cette posture-là seulement quand tu en as besoin, pas tout le temps. Puis aussi pencher souvent, tu sais, pour mes recherches, mes affaires, mes écrits. Ouais. Tu as rencontré et tu as même été ami, d'une certaine façon, avec les plus grands athlètes de la Terre. Oui, très près. Tu fais pas souvent du name-dropping. Moi, je vais le faire à ta place. Tu l'as dit tout à l'heure, Tiger Woods. Oui. John Smoltz. Oui, lanceur des brèves d'Atlanta. Greg Norman. Oui. Arnold Schwarzenegger. Oui. Comment un petit gars de Sorel... Éric Rémy. Oui, quand même. T'avais oublié celui-là. Oui. Mais comment est-ce qu'un petit gars de Sorel fait pour être en contact avec ces gens-là? Puis j'ai oublié Mario Lemieux. Oui. C'est même un chum à toi, Mario Lemieux, maintenant. Mais la question que tu me poses, je me la pose constamment, moi. As-tu trouvé ta réponse? Oui. Je pense que les gens qui veulent être au sommet de ce qu'ils font dans leur vie, puis eux, c'est ce qu'ils sont, ils vont chercher tous les moyens de s'améliorer. Et c'est seulement le bouche-à-oreille qui m'a amené chacune de ces personnes-là. Donc, ça veut dire que ces gens-là, entre les tops, ils se parlent entre eux autres. Et c'est de cette façon-là que j'ai atteint avec Tiger Woods. C'est John Smoltz qui en a parlé. John Smoltz, moi, c'était parce que le Prince Albert de Monaco m'a demandé de faire des choses avec les Olympiques. Je me suis retrouvé aux Olympiques en 1996. Et là, c'était juste le bouche-à-oreille toujours. Donc, le bouche-à-oreille est le même dans tous les milieux, autant dans le milieu du sport ou dans le milieu artistique, c'est la même chose. Et la raison pourquoi, c'est que ces gens-là cherchent, comme je disais tantôt, toujours à s'améliorer. Donc, je me suis dit, pourquoi ils me consultent, moi? Ben oui. Mais dans ma question était ma réponse. C'est justement pour ça qu'ils consultent, parce qu'ils veulent être à la fine pointe de ce qu'ils font. Tu es aussi relié avec le Canadien de Montréal. Oui, ça, c'est un beau rêve que je vis en ce moment. Très beau rêve. Ça fait quoi, un gars comme toi, avec le Canadien? Bien, moi, j'ai été amené avec le Canadien grâce à Michel Therrien, parce que Michel... au début, on s'est liés d'amitié par RDS. Vous étiez panélistes en même temps sur notre chambre, c'est ça? Et Michel me dit, Sylvain, moi, à date, dans ma vie, j'ai jamais eu à faire une entrevue. À chaque fois que j'ai eu un poste avec une équipe de hockey, je suis arrivé en milieu de saison. Donc, il dit... Il remplaçait quelqu'un d'autre. Il remplaçait quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un redresseur d'équipe de hockey. Fait que j'ai dit, je vais t'aider, viens, on va préparer l'entrevue ensemble. Puis on a fait ça. Puis au même moment où je faisais ça avec lui, j'ai reçu un appel de Bob Hartley qui voulait la même chose. C'était très drôle parce que les deux sont de très bons amis. Ouais. Puis ils se sont dit, Sylvain, aide-nous, il faut que ce soit un de nous deux qui ait le poste. Et lorsque Michel a eu le poste, il m'a dit, Sylvain, j'aimerais ça que tu viennes travailler avec nous comme spécialiste en psychologie du sport. Mon rôle à moi, chacun... comme spécialiste en psychologie dans une équipe de hockey, le font un peu à leur manière à eux. Moi, ma façon, c'est d'être près de l'instructeur, de voir quel type d'axe de communication il veut faire avec les joueurs. Puis ensuite, c'est de voir chacun des joueurs et s'assurer que lui trouve qui il est vraiment et comment est-ce qu'il peut être bien avec lui-même. Parce que c'est très fragile. On est comme dans une Formule 1 où on ajuste chacun des petits détails. Et si je vous disais que dans la Ligue nationale, l'attitude
et la confiance sont probablement 80 de leur réussite sur la glace. Mais souvent, on va se poser des questions, on va tomber dans une léthargie. Puis là, c'est là qu'on se questionne, puis on change notre façon de jouer. Donc, mon rôle à moi, c'est de s'assurer que chacun des joueurs se connaît bien et sache pourquoi il est là. Donc, si on l'a choisi dans la Ligue nationale, ma première question, c'est toujours... Parle-moi pas des faiblesses en ce moment que tu as. Parle-moi de tes forces. Pourquoi tu es rendu ici? Et je leur pose toujours la question. Quand il arrive, il me dit « Hey, Doc, I think I lost my confidence. Fait que là, je dis « OK, tu as perdu ta confiance. On va prier Saint-Antoine, puis on va le trouver. Elle est à quelque part, là. Hein? On va en trouver, tu l'avais. » Et ma deuxième question, c'est « Quand tu avais 14 ans, si je t'avais dit qu'un jour tu jouerais dans la Ligue nationale, est-ce que tu aurais été heureux? » Puis souvent, leur réponse, c'est « Mais oui, à 14 ans, là, tu m'aurais dit, j'aurais passé l'eau sur le banc, je serais heureux. » Mais là, je dis « Regarde, arrête, là. Tu es rendu à la Ligue nationale. Donc, commence, par sourire et être heureux de la situation dans laquelle tu es. Parce que tu es rendu. Maintenant, ça va un peu moins bien en ce moment. C'est la plus grande chance pour toi de te retrouver puis de te connaître de mieux en mieux. Une fois que tu vas passer à travers cette petite période noire-là, tu vas te connaître de mieux en mieux puis tu risques de mieux performer que tu n'as jamais performé avant. C'est pas une mauvaise chose, l'échec. C'est une bonne chose. On apprend par l'échec. Quand on a des défaites avec le Canadien, c'est très dur à prendre. Mais qu'est-ce qui se passe le lendemain matin? Tout le monde est sur les vidéos puis on est en train de regarder comment on pourrait s'améliorer. Quand on gagne, c'est plate. Mais souvent, on ne regarde pas ce qu'on a fait de bien parce qu'on a gagné. Donc, l'échec est une partie pour l'être humain d'apprentissage. C'est un bel apprentissage. Quand je vais dans les écoles, je sais de quoi je parle. J'ai échoué, moi. Toi aussi, Éric. Oui, c'est vrai. Quand j'arrive là, je leur dis « J'espère que vous allez échouer, puis vous allez échouer jeune. » Les professeurs capotent un petit peu. Mais je leur dis « Oui, parce que à travers ces échecs-là, si vous abandonnez pas, si vous gardez le cap, puis si vous avez confiance en vous, puis vous avez une bonne estime de vous, vous allez passer à travers, puis un jour, vous aurez plus de bâtons de golf dans votre sac à outils parce que vous êtes en train de bâtir ça, justement. Fait que je leur dis ça à ces joueurs-là. Si je t'avais dit ça, et là, par la suite, on dit, bien, voici les points sur lesquels tu dois travailler. Et souvent, c'est sur les points où tu es le meilleur. Quand ça va mal, il ne faut pas travailler dans tes faiblesses. Travaille dans tes forces. C'est ça qui a fait de toi qui t'es. Et là, une fois qu'on fait ça, bien, on retrouve confiance. Puis habituellement, bien, ça repart, puis ça va bien. Fait que mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que... Je ris souvent là-dessus, mais je fais en sorte que Michel pleure dans son bureau à chaque fois qu'il a à faire son line-up, l'alignement de l'équipe. Puis je me dis que chacun des joueurs est prêt mentalement et physiquement. Physiquement, c'est pour moi qui s'en occupe, mais mentalement. Et là, lui, il ne sait plus qui il doit enlever sur sa liste parce que chacun est vraiment à leur maximum. Et ça, le jour où ça arrive, bien, on a une équipe gagnante. Sylvain, ce bloc-ci de l'émission s'appelle « Avec ou sans pulpe ». Je vérifie à chaque fois un peu les intérêts de mes différents invités. C'est soit des sujets de l'actualité ou des sujets qui sont plus proches de la personne. Puis toi, ce sont des sujets qui n'ont rien à voir avec l'actualité. Le premier de tes sujets, ce sont les rêves. Oui, le rêve. Moi, le rêve, pour moi, c'est indispensable. C'est ce qu'on a de plus précieux dans notre société. Oui. Et quand je suis avec mes athlètes, justement, avec les gens du Canadien ou d'autres joueurs, je me dis toujours, je leur demande pourquoi tu penses qu'on donne autant d'argent? C'est pourquoi? Et souvent, ils ne savent pas trop la réponse. Ou je vais demander aux gens pourquoi vous pensez qu'on paye nos athlètes aussi cher. Et la réponse, c'est le rêve. Le jour où il n'y aura plus d'enfants dans les rues qui vont jouer avec des gilets de Sidney Crosby ou qui vont rêver de faire la Ligue nationale ou que les parents auraient aimé faire la Ligue nationale, puis on se projette dans ça, il n'y en aura plus de Ligue nationale. Ça va être fini. Donc, c'est un rêve qu'il vend. Et puis c'est pour ça qu'une des compagnies qui va le mieux au Québec, c'est l'Auto-Québec. C'est vrai. Elle vend du rêve. Donc, quand tu étais petit, puis que tu as demandé un cadeau à Noël à tes parents, on l'a emballé, on l'a mis sous le sapin. Pendant 3 semaines, 1 mois, tu allais tous les jours voir le... Puis là, tu brossais à voir. Là, tu regardais, tu aurais voulu enlever le bout de papier, savoir si c'était vraiment ce que tu avais demandé. Moi, je l'avais fait, mais en tout cas. C'est ça. Lorsque Noël est arrivé, tu l'as ouvert, tu as joué avec 5 minutes, tu l'as mis de côté, puis c'était fini. C'est vrai. Le bonheur que tu as trouvé à ce cadeau-là, est-ce qu'il était au moment où tu l'as reçu ou au moment où tu as rêvé? C'est au moment où j'ai rêvé. Et c'est ça, notre vie. La vie, c'est le rêve. Et il y avait McDonald's qui avait fait un slogan à l'époque des Olympiques, ça disait « Chaque victoire commence par un rêve ». Et moi, j'ai complété cette phrase-là par « Chaque rêve est une victoire ». C'est de rêver qui est la victoire en tant que telle. Parce que lorsqu'on perd le rêve, lorsqu'on perd l'espoir, on meurt. Oui, on devient amer, on devient désillusionné. Oui.
Et ça, il faut retrouver ce rêve-là. Puis justement, tantôt, on va en parler, mais j'écris des poèmes, j'écris un poème sur le rêve, et pour moi, le rêve est excessivement important. Ce qu'on veut avoir, puis ce qu'on veut obtenir, puis une fois qu'on l'a, c'est d'en jouer, puis d'être bien. Là. Tu trouves-tu qu'il y a beaucoup de gens qui perdent justement la capacité de rêver? Oui, je pense qu'on embarque dans une routine, puis on la fait en se disant, oui, un jour peut-être, oui, un jour je ferai ça, mais un jour vous serez mort, puis moi aussi. Ouais. Vous ne l'aurez jamais fait. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on se dirige vers ses rêves, qu'on essaie de les atteindre. Puis comme je disais tantôt, bien, on clique qu'on l'a fait. On coche. I've been there, done that, but the T-shirt got back. Paf, c'est ça, c'est fait. L'estime de soi, pourquoi c'est un de tes... Pourquoi Parce que ça, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Quand on arrive ici, il y a des phrases qui ont dit « on a choisi nos parents ». Ça, c'est la pire stupidité que j'ai entendue de ma vie. En fait, les parents qu'on a, on les a. Ben oui. On arrive ici. Et il y en a qui sont aptes à être de bons parents, d'autres ne le sont pas. C'est vrai. Donc, si vous avez eu la chance d'avoir des bons parents, si tout le monde avait les meilleurs parents au monde, bien, ton père et ta mère s'appelleraient Émilien Fleurette parce que c'est mes parents à moi. Fait qu'on serait tous dans la même famille. Mais c'est pas tout le monde qui a eu des bons parents. Et un parent, son premier rôle, c'est donner de l'estime à son enfant. L'estime, ça veut dire quoi? C'est la valeur qu'on se donne. Quelle est la valeur que j'ai? Mais quand je suis petit, ma valeur m'est donnée par les autres parce que moi, j'ai pas, selon moi, la capacité de m'auto-évaluer. Donc, lorsque mes parents m'ont amené sur une bicyclette la première fois, on m'a donné une poussée, puis là, je suis tombé. Bien, si j'ai des bons parents, ils m'ont repris, ils m'ont donné un bec sur le genou, on a frotté le bobo, puis on recommence, puis t'es capable. Bang! Lorsque j'ai eu des parents qui ne sont pas adéquats, j'ai tombé la première fois à vélo, on a dit, tiens, on a voulu un autre imbécile dans la famille, on serre le bicycle, tu seras jamais capable, on remettra des roues après. Ça, c'est triste, mais l'estime de soi est à la base de tout. Toi, tu l'as eu. Moi, je l'ai eu. J'ai eu des parents fantastiques. Ma mère disait tout le temps, t'es beau, t'es grand, t'es fort, t'es capable. Fait que j'ai toujours pensé que je mesurais 6 pieds 4. Puis que j'étais Robert Redford. Est-ce que, justement, tu parles de ça. Ça n'a pas été un obstacle pour toi, ta grandeur ni ta corpulence, au contraire? Bien, j'ai pas un problème de poids, j'ai un problème de grandeur. À 6 et 4, je serais juste correct. Oui, c'est correct. Ma grandeur a été... Ça m'a poussé à être qui je suis. Parce qu'en étant un joueur de hockey, en étant très petit, il a fallu que je prenne ma place. Ouais. Bien, aujourd'hui, dans la vie, j'essaye aussi de prendre ma place. Donc, pour moi, mes parents, ils sont tous les deux très petits. Mon père mesure 5 pieds, ma mère 4 pieds 11. Fait que je ne pouvais pas mesurer 6 pieds. Mais ces gens-là m'ont donné tellement de belles choses de qui je suis que je suis fier d'être aussi petit qu'eux. Puis la grandeur, ça vient de l'intérieur? La grandeur, moi, je pense que c'est combien de gens on aide et on va aimer dans notre vie. C'est ça, la grandeur. C'est la grandeur d'âme qu'on a. Puis pour réussir, pour être heureux, c'est l'heure qu'on passe avec eux. Heure et heureux, les gens qu'on aime. Donc quand on met ça ensemble, si on aide le plus de monde possible, on sera toujours vivant dans leur tête et dans leur cœur. On n'existe que dans l'être. C'est vrai. Autre. Pas avec nous. Ouais. Ceux qui pensent à nous, ceux qui nous aiment, même quand on quitte, on les a toujours près de nous, dans notre cœur. Dans ton nouveau livre, Le hockey, c'est dans la tête, à la page 18, il y a le deuxième paragraphe, je veux que tu me dises ça. J'ai-tu besoin de mes lunettes? Non, je vais être correct. Je sais pas, regarde, sinon... on va les mettre. Gêne-toi pas. Mais oui, c'est ça, je suis rendu vieux. En tant que parent, on doit toujours se demander, est-ce qu'en ce moment, j'agis dans mon propre intérêt ou dans l'intérêt de mon enfant? Il faut s'oublier et aider son jeune. Pour y arriver, l'amour inconditionnel est indispensable. Nous devons tenter à tout prix de soutenir nos enfants sans les pousser et sans les écraser. Je suggère aux parents de faire un pas derrière et de prendre un peu de recul et d'observer ce qui se passe vraiment avec leur enfant. Prenez un moment de silence pour vous rencontrer et recentrer et déterminer comment vous pouvez les aider à réussir leur vie. Est-ce que je me trompe en disant, parce que mon gars a fait du hockey, je l'ai suivi toute sa jeunesse, là, il vient d'arrêter. Le pire ennemi d'un joueur de hockey, c'est les parents. Très souvent. Et malheureusement. Oh, j'ai entendu... Ils ne sont pas nécessairement mal intentionnés. Non, bien sûr. Mais j'ai entendu des choses horribles, j'ai vu des gestes horribles pendant mes années de hockey avec mon gars. Mais je suis pareil, moi aussi. Quand je suis parent, je suis pas le plus brillant. Là. Non, c'est vrai. Parce qu'on perd la notion d'être arbitraire, d'être à l'extérieur, de voir ce qui se passe. Et on embarque parce que, justement, on a protégé ces enfants-là pendant un certain temps, puis on voudrait qu'il arrive rien de mal, puis on voudrait que tout aille bien. Donc, on n'est pas partial. On prend parti, et c'est là qu'il faut prendre un pas de recul, comme je dis, de regarder ce qui se passe, puis de dire, OK,
qu'est-ce qu'il est en train de vivre là, maintenant et comment moi je peux l'aider. Donc, pas en le poussant ni en l'écrasant, mais en le supportant. C'est ça, en l'élevant. En l'élevant. Mais c'est ça, élever. Oui, c'est ça, exactement. On a la même notion de l'éducation. Parle-moi de la santé, c'est un autre de tes sujets. Oui, la santé, pour moi, c'est le véhicule qui nous permet de faire tous nos rêves. Parce que sans la santé, on n'y arrive pas. Non. Et c'est pas la maladie, c'est le mal, a dit. Pas avec des mots MAUX, mais avec des mots MOTS. Le mal à dire, même. Le mal à dire. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi? Comment je suis? Et comment je peux prendre ma santé en main pour être capable de profiter de la vie? Je dis pas qu'il faut avoir une vie exemplaire, puis pas vivre non plus, puis juste être taxé là-dessus. Il faut avoir du plaisir aussi, mais s'assurer qu'on ait un bon véhicule pour nous permettre justement de bien vivre nos vies. Le bonheur. Le bonheur. On court après ça toute notre vie. On ne l'a pas tout le temps. Puis le bonheur, c'est pas le bonheur, mais la bonne heure, l'heure qu'on passe avec eux. La bonne heure. Oui, j'aime ça. Donc, c'est une heure à la fois. Puis demain n'existera jamais. Demain, ça n'existera jamais, parce que quand on va être demain, on va être aujourd'hui. C'est vrai. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est en ce moment présent, quand je suis avec toi, les gens qui marquent les gens, c'est les gens qui vont prendre le contact visuel puis qui sont à 100 % avec toi au moment où je suis là. Si je suis ailleurs, je peux être absent. Je suis dans mes pensées, soit dans le passé, à regretter mon passé, ou à m'inquiéter pour mon futur. Mais le seul moment auquel j'ai accès, c'est celui du moment présent. Et pour être dans le moment présent, je dois en être conscient. Je dois être là à 100 % avec toi. Et c'est là que je suis le bonheur. Le bonheur existe à nulle part ailleurs que dans le moment présent, là, que je respire, que je suis bien. C'est le moment le plus dur à capter, dans le fond, parce qu'on s'inquiète soit du passé, ou on regrette, ou on s'inquiète. Puis je suis le premier comme ça, là. Ouais. Moi, je suis comme ça. Si j'écris ces livres-là, et si je fais ça, c'est parce que c'est moi le plus malade du Québec. Sinon, je ne ferais pas ces livres-là. Si j'avais eu tout facilement, si on m'avait injecté l'hormone du bonheur, puis que je serais toujours à 100 % dans le moment présent, je serais toujours heureux, j'aurais pas pris conscience de ça. Je le vivrais tout simplement. Mais lorsque on a des moments de dépression, de déprime, d'anxiété. Moi, j'étais champion dans les attaques de panique. Incroyable, là. Je faisais des parties de panique. J'étais anxieux, j'étais quelqu'un qui était dépressif ou déprimé même. Et à un moment donné, je me suis dit, hey, à quoi ça a servi tout ça, si c'est pas pour me rendre aujourd'hui plus heureux? Et ma façon de voir la vie aujourd'hui est très différente d'avant, parce que justement, le moment présent que j'ai avec toi, c'est pour moi, il n'y a pas d'autre bonheur que celui d'être ici, là. C'est vrai. Puis de partager ce moment-là ensemble. Ouf, que tu me touches quand tu dis ça. L'amour. L'amour, ça guérit tout, ou presque. Mais l'amour de soi en premier. Ouais. Donc, comment je peux m'aimer moi et m'aimer assez pour accepter des choses qui sont acceptables et de refuser des choses qui sont inacceptables? Comment je fais en communication avec les gens, c'est souvent par la communication, on peut soit accepter ou refuser. Et ça, c'est un grand ami à moi, qui est Jacques Salomé. Avec Léon Maurice Lavoie, on a écrit un livre qui va sortir après Noël, qui s'appelle « On s'entend ». Et en communication, je peux te donner, tu peux recevoir. Je peux t'offrir et tu peux refuser. Mais lorsque quelqu'un me dit quelque chose qui m'a blessé, c'est mon problème à moi maintenant. Si je le garde avec moi, puis que ça me blesse, ça me fait mal, c'est pas le problème de la personne qui me l'a donné, ce message-là. Mais c'est moi comment je l'ai pris, comment je l'ai gardé. Si tu me dis quelque chose qui me blesse, c'est facile. Je te dis, Eric, ce que tu viens de me dire, ça m'a blessé. Tu vois, je ne vais pas le prendre, je vais te le redonner. Ça t'appartient à toi, pas à moi. Toi, la première chose que tu vas faire, tu vas dire, Sylvain, j'ai vraiment pas voulu dire ça. Donc, j'ai pas un détecteur d'intention, ni un détecteur de mensonge. Je sais pas ce que tu as voulu me dire. Mais quand je te remets ce commentaire-là qui m'a blessé, toi, tu vas sûrement dire, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et tu vas reformuler ta phrase et je vais dire « Ah, wow, c'est ça que tu as voulu dire, merci ». Probablement, de quelque chose que je croyais être blessant, c'est peut-être quelque chose de réconfortant que tu me donnes. Mais c'est à moi. C'est moi qui en est responsable. C'est moi qui l'ai maintenant. J'en fais ce que je veux. Et l'amour, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et pourtant, John Lennon a dit « On se cache pour faire l'amour et on fait la violence à pleine lumière du jour ». C'est assez puissant. Le plus drôle, c'est qu'avant de commencer l'enregistrement de cette émission-là, quand j'ai dit au docteur Sylvain Guimond que l'émission durait 60 minutes, vous auriez dû voir le sourire qu'il y avait d'en face. Tu le savais pas? Je te l'avais pas écrit.
Non, mais 60 minutes, habituellement, à télé, j'en fais pas mal. C'est pas 60 minutes. Non. Hein? Il y a toutes les pauses publicitaires, c'est 40 quelques minutes. C'est vrai. Et là, tu me dis, c'est 60 minutes sans pause. Oui. Mais c'est merveilleux, ça. C'est fantastique. On a beaucoup de temps, puis on se sent pas pressé. C'est ça, exactement. De ça, là, le titre de le l'émission. concept. Exactement. Puis ce bout de l'émission s'appelle du jus, s'il vous plaît. Oui. Souvent, mais quand je dis ça... Et je vais t'en donner. Ben, écoute, tu m'en as déjà pas mal donné, parce que c'est une terminologie que je retiens de mon époque de recherchiste et d'animateur, parce que ce qu'on veut, c'est que l'invité nous en donne, tu comprends? Sauf que tu m'en as tellement donné... Ben, mais ce que je veux surtout voir, parce que je me dis que la vie des êtres humains est changée par des moments cruciaux, et de ces moments cruciaux viennent des réflexions et des citations qui sont des espèces de balises dans notre vie, OK? Alors, on part d'abord avec... T'es pareil comme Larry King. C'est-à-dire... Mais t'es aussi bon que lui pour interviewer, c'est facile. Tu lances, puis on y va. On y va, puis c'est simple. C'est ça. Parle-moi du 9 septembre. Tu me dis que ça, c'est un moment... Et il n'y a pas d'année. Tu m'as juste dit 9 septembre. Le 11 septembre. Ah, toi, c'est le 9... Ben, 9/11. Ah, 9/11. Et ça a changé ma vie parce que j'étais là, moi. T'étais à New York? Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je devais être dans les tours parce qu'on avait réservé un hôtel là. Donc, des tours, les gens disent il y a 2 tours qui ont tombé, mais au fond, il n'y a pas 2 tours. Il y en a à peu près 7 qui se sont échoués, qui ont tous tombé ensemble. Et nous, on avait réservé une chambre là. Et la veille, j'étais allé faire un test avec les Hurricanes de la Caroline. J'arrivais à New York. Et à New York, on faisait les évaluations des joueurs des Rangers. Et juste avant que ça ait lieu, Glenn Setter nous a téléphoné en disant l'aréna est trop petite, la chambre où ça va avoir lieu, ça devait avoir lieu près dans le centre-ville, près de Manhattan, puis on a déplacé pour le faire au Madison Square Garden. Donc, on était dans une autre partie, donc. Un peu plus loin, mais pas vraiment loin. On voyait tout ce qui se passait. C'est 4000, peut-être plus loin? Oui, un peu. Là, peut-être une 10-15 blocs, là, je sais pas, mais c'est pas si loin que ça. OK. Et là... ce qui est arrivé, c'est que le matin, à 9h moins 10, à 8h moins 10, la lumière a clignoté où on était. C'est 9h moins 10, je pense. À 9h moins 10, c'est ça. À 8h50, oui. Et là, il y avait un joueur qui s'appelle Théorène Fleury qui jouait pour les Rangers. Il dit il y a un avion qui a frappé une des tours. Là, on pensait que c'était un petit Cessna. Même affaire. Fait qu'on avait une télé où on était, mais on avait vu que l'électricité avait tombé. Et pendant qu'on regarde en direct à la télé, le deuxième avion frappe. Là, on sait que c'est une attaque. Ouais. Il n'y a pas de hasard là, 2 fois, puis surtout pas quand... Mais on ne savait pas jusque-là c'était quel type d'avion. Et quand la deuxième tour a frappé, bien là, on s'est dit qu'il faut sortir d'ici parce que le Madison Square Garden est au-dessus d'où sont les trains à New York. Oui. Et on s'est dit ils vont sûrement attaquer ça, ici. C'est Penn Station. Penn Station. Fait que là, on est là à cet endroit-là, puis on se dit bien c'est certain que c'est ici que ça va frapper la prochaine étape. Donc, on est sûr qu'on va être attaqué. Décris-moi ton instinct de survie à ce moment-là. Et la première chose que tout le monde a fait, c'est essayer de sauter sur les cellulaires pour appeler, mais il n'y a rien qui se passe. Non, c'est sûr. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a plus de cellulaire qui fonctionne. Et là, nous, on veut sortir du building. Parce que quand tu penses que tu vas être attaqué, la première fois que tu veux faire, c'est sortir. Et là, il y a des gardes de sécurité avec des chiens qui sont rentrés pour chercher des explosifs dans la bâtisse. Donc, ils nous ont emmenés dans un endroit, puis on dit on est ici, on a de la nourriture au moins et de l'eau pour vous pour 3 jours. Là, on a dit non, on ne va pas rester 3 jours enfermés ici. Et là, bien, tout le monde... Là, j'étais avec des grandes vedettes là, du sport de hockey, puis avec tout le monde, mais il n'y a plus de vedettariat là. Tout le monde, on pense juste à nos familles de sortir d'ici, puis on est coincés là. Toi, es-tu tout seul ou t'as ta femme avec toi? Je suis seul. Je suis avec mes gens qui travaillent pour moi chez Biotonix. Là. Il y avait Gaétan Lefebvre avec moi, Jean-François Normandin, puis Eddie Johnson Jr., qui, lui, demeure à New York, et j'ai demandé de rester une journée de plus. Sinon, il aurait été dans le vol qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Donc, parce que j'ai demandé de rester une journée, il devait être dans ce vol-là. Donc là, j'ai quelqu'un avec moi que sa vie est sauvée par hasard parce que je lui demande de rester une journée de plus. On est toutes les 3 là, on est 4 ensemble, mais on se demande comment on va sortir de New York. Ça nous a pris 36 heures de sortir de New York. J'étais capable de dire que j'étais mieux et correct à ma famille, rendu seulement à 9 heures le soir, à 5-6 heures le soir. Ah, ils ont dû être... Et là, on a trouvé des façons pour essayer de sortir de là. On s'est caché dans le fond d'un train. Je raconte tout ça dans ce livre-là ici. Dans le hockey. Et quand je suis revenu, après avoir roulé pendant 36 heures de sortir de là, bien, ma vie a pu être la même. Parce que quand un événement comme ça t'arrive dans ta vie, tu as une urgence de vivre. Et 2-3 semaines après c'est arrivé, moi, je devais repartir puis passer 6 semaines en Californie. Puis le Golden Gate était toujours menacé de faire sauter. Puis je passais dessus à tous les jours. Fait que là, je vivais dans un monde de fou un peu. Je venais de sortir du 9 septembre, du 11 septembre, puis j'étais encore pris dans
dans tout ce tourbillon-là. Puis quand je suis revenu de là, bien, j'étais déprimé, puis je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et on a tous vécu, les 4, la même chose. Après avoir vécu ça, on a tous eu un moment de déprime assez puissant parce qu'on est allé près des lieux, puis j'ai des photos que j'ai prises à ce moment-là. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Il y a une jeune fille qui saute dans mes bras, puis elle me dit « It's the first time I was late. It's the first time I was late. » Pleine de poussière, puis elle était en train de peser sur l'ascenseur pour monter en haut quand ça a explosé en haut. Donc, elle est sortie. Mais elle était en retard parce que sa petite fille de 4 ans ne voulait pas s'habiller pour aller à la garderie. Une chance. Si sa petite fille de 4 ans s'était habillée comme à tous les matins, bien, elle n'était plus là. Elle était en haut. Mais tous ces gens avec qui elle travaillait, elle venait de les perdre. Donc, quand quelqu'un te dit ça, tu n'as aucun mot, il n'y a aucun mot assez puissant pour réconforter. Puis là, nous, on avait vécu ça. Puis lorsque je suis revenu, bien, la première chose que j'ai fait, mes enfants, je suis allé les serrer, puis je me disais, hey, wow, moi, je les vois, mais il y a des enfants qui ne reverront jamais leurs parents. Il y a des parents qui ne reverront jamais leurs enfants. C'est ça. Et c'était... Ça a changé ta vie pour le meilleur, j'imagine. Oui, ça a changé ma vie dans le sens de ne pas prendre rien pour acquis maintenant, puis de dire, je veux vivre maintenant. Puis il y a une course aussi au succès qu'on donne à la quarantaine, oui. Tu sais, qui était un peu normale, mais quand ça arrive, tu fais « Oh, attends, on va relativiser Oui, il y avait choses. des choses qui étaient moins importantes, puis de se rapprocher de... C'est sûr que la première chose qu'on pense dans ce temps-là, c'est à nos êtres chers. Oui. Fait que c'était un moment marquant. Puis je me suis encore posé la question. Comment ça, j'ai travaillé avec des athlètes de haut niveau. Comment ça se fait que je me retrouve là? Et je me suis dit, si je me suis retrouvé là, c'est parce qu'il faut que je la conte, cette histoire-là. C'est ça. Et elle va servir à aider d'autres personnes, puis à vivre dans le moment présent, puis à profiter de la vie là, parce qu'on ne sait pas jamais quand elle ne nous sera pas enlevée. Tu as raison. Sœur Rita Lannoy, c'est une tante à toi, ça? Je l'ai appelée ma deuxième blonde, parce que c'est une sœur, c'est une religieuse. Et elle a changé ma vie. Éric, moi, je suis au secondaire 3, j'ai de la difficulté avec mes études, j'ai déjà échoué au primaire, donc j'ai pas beaucoup d'estime de moi par rapport à l'école. Et là, je la rencontre un soir, et elle s'assoit avec moi à la table de sa cuisine à elle, puis elle me donne un problème de mathématiques à faire. Je fais le problème de mathématiques et je trouve la réponse, mais d'un chemin beaucoup plus long que j'aurais dû. Donc, elle, en regardant ça, au lieu de juger ma façon pas très... traditionnelle de trouver la réponse, elle me dit « Sylvain, je pense que tu es intelligent, et probablement plus que la moyenne des gens. » Moi, me faire dire que j'étais intelligent, j'avais jamais entendu ça dans ma vie. J'étais bon au hockey, j'étais bon... peut-être des parents, oui. de mes parents, mais pas à l'école. Pas être bon à l'école, c'est surtout la dernière chose. Et là, je me souviens, ce soir-là, je suis parti chez moi, puis je touchais pas au trottoir. J'étais tellement heureux que ça a changé ma vie. Là, j'ai commencé à performer à l'école, j'ai commencé à me trouver... Ce petit mot-là... Un mot. Et c'est ça, probablement le métier le plus important qui existe, c'est professeur. Et pourtant, dans notre société, c'est pas très valorisé, pas assez valorisé pour ce que c'est. Mais ces gens-là, par un mot, même ceux qui coachent, ceux qui sont avec nos jeunes et qui disent des mots, à chaque jour peuvent changer la vie d'un jeune par un mot qui va les guérir ou les encourager. Donc, comment c'est important le langage qu'on utilise pour justement être sur l'estime de soi. Puis il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire à un être humain, c'est justement d'abaisser sa dignité et de dénigrer quelqu'un. Absolument. Tantôt, on parlait du monde artistique et tout ça. Tu as vécu là-dedans. Et ce qui est triste, il y a des gens qui sont merveilleux dans ce monde-là. Il y a des gens qui sont mesquins et qui ont des préjugés, puis qui vont abaisser d'autres personnes ou qui vont juger le travail d'un autre. Mais qui on est pour vraiment juger les autres? Mère Teresa a dit, si tu juges les autres, tu n'as pas le temps de les aimer. C'est vrai. Puis Albert Einstein lui a dit, il est plus difficile de briser un préjugé que de briser un atome. C'est assez puissant. La portée des mots est très importante. Il faut faire attention. Mario Lemieux. Oui. C'est un autre de tes moments qui a changé ta vie, ta rencontre avec lui. Oui, parce que Mario avait des douleurs au dos, puis il avait de la difficulté à performer au niveau du hockey. Ça faisait des années qu'il avait des problèmes. Ça faisait des années. Donc, on s'est rencontrés à travers des gens de sa famille. Louise Hébert, qui est la cousine de la femme de Mario, puis Jean Bergeron, qui est le cousin de Mario. Puis ça a été encore du bouche à oreille. J'ai aidé Mario en faisant une évaluation de posture. Mario a fait des exercices de façon impeccable. C'est toi qui lui as permis de faire un comeback? Oui, mais il était revenu déjà, mais il avait pris une petite pause parce qu'il avait mal au dos. Puis après ça, c'était correct. Son mal de dos a été bien. En fait, ça ne l'a pas empêché de bien performer. Puis Mario a fait la préface de mon livre, justement, puis on est devenus de bons amis, puis il m'a donné un coup de main incroyable dans ma vie. Ça a changé ma vie parce que le jour où, là, lui, il l'a dit à tout le monde, moi, je suis embarqué. Je me souviens, j'allais à New York ce journée-là, puis j'arrive à l'aéroport de Dorval,
Et je m'en allais pour m'acheter de la gomme au dépanneur de l'aéroport. Puis je vois le Journal de Montréal, ma face en gros sur le Journal de Montréal. Ce Québécois a sauvé le dos de Mario. Puis je regarde, hey, on dit c'est moi ça. J'ai tellement fait un saut, j'ai pris ça parce que sur la première page du Journal de Montréal, habituellement, c'est les criminels qu'on a. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai pris le journal, je suis embarqué dans l'avion, je suis parti, puis j'ai trouvé ça drôle. Mais c'était pas drôle parce que quand je suis arrivé là-bas, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Je faisais des entrevues avec les gens. Puis il a fallu que je reprenne un autre avion pour revenir. J'ai pas pu aller finir mon voyage là-bas. Puis et c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, Mario m'a permis d'être connu, mais surtout reconnu pour ce que je faisais dans mon domaine. Puis il était vraiment pas obligé de faire ça. Non. Mais Mario, c'est la personne la plus aimable et adorable que j'ai connue. Mais c'est quelqu'un qui veut pas être sous les feux de la rampe. Il veut pas être là, mais il le fait toujours d'une façon très, très discrète. Il est très réservé, mais quand il aide des gens, il les aide pour le vrai. Puis c'est ce qu'il a fait dans mon cas, moi. Dans tes 3 citations, je vais les mentionner, il n'y a qu'une réussite. Vivre sa vie comme on l'entend, disait Ça, c'est... Christopher Morley. Ça, c'est pour moi la plus grande réussite. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le hockey, c'est dans la tête », mais mes conférences portent le nom de « Le succès, c'est dans la tête ». Le succès, c'est juste de dire « Voici ce que j'aimerais, voici ce que je fais, je l'atteins, je le vis, point final ». Il n'y a pas, c'est pas l'argent, c'est pas la réussite. Si c'est ce que vous voulez, oui, puis c'est ce que vous atteignez, parfait. Mais le succès, c'est juste d'arriver à vivre sa vie comme on l'entend. Et si moi, ce que j'entends, c'est... C'est de faire ça. C'est de faire ça, bien c'est correct. Puis c'est d'aider d'autres personnes, d'être... Peu importe ce qu'on a décidé, quand on fait ce qu'on aime, quand on a décidé de faire ça, puis on le fait, ça, c'est une grande réussite. Je trouve c'est que ça le succès. C'est une des plus belles définitions de la réussite. Dans le fond, c'est clair. Franklin Roosevelt disait il ne faut avoir peur de rien sauf de la peur d'elle-même. Oui. Ça nous paralyse. C'est la peur qui nous paralyse. Oui. Puis la peur, c'est une perception, P-E-U-R, c'est une perception erronée et utopique de la réalité. Mais c'est elle qui nous bloque. Si j'ai des athlètes qui jouent en ayant peur de perdre, ils ne gagneront pas. C'est vrai. Et quand on a peur, bien, ça nous amène à rien d'autre que juste de rester bloqué. Donc, avoir peur, c'est normal et c'est un catalyseur qui est un motivateur extrêmement puissant. C'est normal d'avoir peur. Oui. Puis c'est bien. Sinon, on n'avait pas peur, ça serait dangereux. On commettrait de grandes erreurs. C'est vrai. Mais il ne faut jamais s'arrêter à la peur. Il faut juste passer à travers d'elle. Puis une fois qu'on a passé à travers la peur, c'est là qu'on grandit. Mais si on a peur d'avoir peur, et ça, c'est souvent ce que les gens qui vivent d'angoisse et d'anxiété, qui deviennent des phobies, sont bloqués. Parce que c'est pas la phobie maintenant, c'est la peur de cette phobie-là. Et c'est elle qui nous bloque. Donc, la seule peur de laquelle on doit avoir peur, c'est la peur d'avoir peur. En tant que telle. La peur. Aimez-vous la vie? Alors ne la gaspillez pas, car le temps constitue l'étoffe même de la vie, disait Benjamin Franklin. Éric, tu as une date de naissance? Oui. Tu vas mourir un jour? Ouais, Tout le monde a ça. On a tous une date de péremption. Toute ta vie, il y a du temps qui s'écoule. Ouais. La seule chose qui est ta vie est faite de temps. Toute ta vie, tu seras dans un lieu. Là, on est ensemble en train de se parler, c'est parce qu'il y a un temps, puis il y a un lieu. On est à un endroit. La troisième chose, c'est donne-moi ta main. Ouais. Si je te disais que pour le reste de notre vie, on va être pris ensemble à se tenir par la main pour le reste de notre vie. Tu souhaites quoi? Que je sois ton meilleur chum, hein? Bien sûr. Que je sois ton meilleur ami? C'est vrai. Parce que, mec, t'es aux toilettes tantôt, je vais être avec toi, puis la même chose de ton côté, c'est pas très plaisant. Mais on est pris comme ça pour le reste de notre vie. Donc, dans la vie, on a le temps, il y a un lieu, il y a un lieu. On est toujours à un endroit. Puis il y a quoi? Il y a soi. Donc, si je te dis, prends ton autre main, Oui. la personne à qui tu tiens la main en ce moment, C'est moi. je te le garantis, elle, tu vas être pris avec elle pour le reste de ta vie. Tu ne pourras jamais te défaire d'elle. Est-ce que cette personne-là, c'est ton meilleur ami? Bien sûr. Est-ce que c'est la personne que tu aimes le plus au monde? Oui. Toi, peut-être que tu dis oui. Mais je ne suis pas sûr que les gens à la maison en ce moment se disent oui à ça. Et si ce n'est pas le cas, il faut le devenir rapidement. Parce que c'est long, une vie, avec quelqu'un qu'on aime moins. Puis c'est dans notre langage interne. Quand je me dis « Ah, je suis donc bien grosse dans ce robe-là, ça ne fait pas. » Essayez de dire ça à votre meilleur ami. Vous allez voir si vous allez avoir longtemps vos amis. Donc, on doit se parler à soi-même avec du respect et s'aimer profondément. Avoir de l'indulgence. Et avoir de l'indulgence et rire de soi. Rire de soi. Toute dérision, t'as raison. Ben oui, parce que c'est pas sérieux. La vie, faut pas apprendre au sérieux, c'est beaucoup trop important. Ce bout de l'émission, Sylvain, c'est On presse le citron. Enfin, c'est un questionnaire fait sur mesure pour chacun de mes invités. Je ne sais pas ce qu'ils vont répondre, bien sûr, mais je pars de l'expérience professionnelle ou personnelle de mon invité et je bâtis des questions autour de ça. Là, celui-là, je l'ai appelé On parle hockey. Ouais.
Parce que c'est bien sûr le domaine dans lequel tu interviens le plus. Oui, exact. Hein, puis c'est aussi ta grande passion, je Oui, pense. oui, c'est le hockey, c'est ma grande passion. En tant que sport. Ouais. Donc, j'ai été voir des terminologies du monde du hockey. Et avec ces mots-là, je te pose des questions. Donc, c'est en rafale, mais il faut quand même que tu élabores un petit peu. Premier mot qui m'est venu, c'est étoile. Étoile? Étoile. Alors, quelle star du hockey admires-tu le plus et pourquoi? Puis, je pense que tu m'as un peu répondu Mario Lemieux, mais si tu avais quelqu'un d'autre à mentionner. Si j'avais quelqu'un d'autre que Mario Lemieux, ce serait Bobby Orr. Tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré. C'était mon idole de jeunesse. J'ai porté le numéro 4 à cause de lui. J'ai même joué à défense, même si j'étais très petit, parce que lui jouait à défense. Et je l'ai rencontré. Et quand je l'ai rencontré, c'est comme s'il me connaissait tellement bien. Il est venu m'accueillir. « Ah, Sylvain, merci d'être là. » Merci d'être là. Hey, ça revire. Fait que là, ses yeux dans son regard, comment il me regardait, c'est probablement une des rencontres les plus marquantes que j'ai eues dans ma vie. C'est un homme incroyable, d'une simplicité, d'une gentillesse désarmante. Tu l'as peut-être pas entendu, mais ma phrase fétiche, moi, c'est « les plus grands sont les plus simples ». Puis je retrouve ça tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Ils sont pas grands pour rien, c'est parce qu'ils sont simples. Ils sont simples. En fait, les plus grands se prennent pas pour d'autres. Non, c'est ça. Parce que c'est eux autres, les autres. C'est vrai. Ils n'ont pas besoin de prendre pour d'autres, ils sont les autres. Je dis souvent aussi, c'est parce qu'ils sont pas sur leur garde. Non. T'sais, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont rendus là aussi. Oui, c'est ça. T'sais. Mais ils l'ont été tout le temps. Parce que c'est pour ça qu'ils sont rendus là. Parce que le jour où on n'est pas vrai, le jour où on n'est pas sincère, le jour où on n'est pas authentique, on ne peut pas se rendre à ce niveau-là. Les gens le sentent, ça. Ben oui. Le mot athlète. Athlète? Athlète. Qu'est-ce que tu as en commun avec eux? Le dépassement. La persévérance. L'objectif. Un athlète, c'est tout ça. Et moi, c'est ce qui me définit. La persévérance. Je ne sais pas le tour abandonner. Je ne sais pas c'est quoi le mot abandonner. J'abandonne jamais. Jamais. Et on a de plus en plus, enfin, on met de plus en plus de pression sur les athlètes en ce moment. Exactement. Mais en même temps, ça doit être comme ça aussi. Parce que si on veut les porter puis s'identifier à eux, il faut qu'ils soient capables de subir cette pression-là. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais c'est pas trop de pression. C'est à eux de la prendre. La pression, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de ce que j'en prends à l'intérieur. Si c'était le cas, il n'y a personne qui serait capable d'être président des États-Unis. Pourtant, il y en a qui le font, ce travail-là. Donc, le stress, ça vient de la façon dont moi, je l'accueille et comment je vis avec ça. Il y en a pour qui c'est un moteur, il y en a d'autres pour qui ça les tue. Donc, c'est à moi à dire, OK, comment je peux se servir de cette énergie-là, la tourner, pour m'aider à performer encore mieux. Qu'est-ce que tu penses de ces joueurs de la Ligue nationale qui sont mis ensemble pour poursuivre la Ligue nationale pour des problèmes de commotion cérébrale? Ce qu'on a vu, entre autres, dans la NFL. Je trouve ça triste, premièrement, qu'aujourd'hui, avant qu'il y ait des commotions dans le sport, c'était un peu normal. Peut-être qu'on n'avait pas les outils pour savoir exactement ce qui se passe. Mais aujourd'hui, savoir exactement comment c'est dangereux et comment on expose les gens, non seulement les joueurs de la Ligue nationale, mais nos plus jeunes, on se doit de changer certains règlements. Et on ne peut plus rester à ce que c'était avant le hockey parce que, justement, on a des connaissances de plus. Donc, moi, à mon avis, il faut qu'on amène des solutions à ça. Et les commotions cérébrales, j'ai l'impression que une mise en échec pour un joueur, le mot le dit, c'est pour récupérer la rondelle. Je le mets en échec pour prendre la rondelle. Quand on frappe un joueur puis qu'on a nous-mêmes un assaut qu'on saute, où on va être de dos au joueur, où on n'est pas placé pour récupérer la rondelle, pour moi, c'est pas une mise en échec. C'est un assaut. C'est un acte presque criminel. Donc, on se doit de bien structurer ça autour, d'arrêter le joueur pour prendre la rondelle, et c'est tout. Ça va-tu se faire? Je le souhaite. Parce qu'un jour ou l'autre, on va retrouver un mort sur la glace, ça, c'est certain. Parlant de glace, qu'est-ce qui te glace le sang? Ce qui me glace le sang? Oui. Les gens qui sont méchants envers notre jeunesse. Ce qui me glace le sang, les gens qui sont pédophiles, les gens qui... Oui. Ça me glace le sang. Enlever la jeunesse, l'étincelle de la vie d'un enfant, pour moi, ça me glace le sang. Bataille. Bataille? Oui. Quelle est la plus grande bataille intérieure de tout homme? Celle de bien se connaître. Celle de se connaître. C'est un travail de toute une vie. Mais quand on arrive à se connaître, à s'aimer, à se reconnaître et à se faire confiance, on a gagné la plus grande bataille. Tu parlais de mise en échec. Par quoi ou par qui as-tu été mis en échec, toi? Par moi-même. Très souvent. Par mes doutes, mes peurs. Par le manque de confiance. Puis c'est par moi-même aussi que je me suis relevé le plus souvent. Donc, oui, je me suis mis en échec souvent. Puis même si j'ai écrit ces livres-là,
si j'avais pas des pensées négatives, j'aurais pas eu besoin d'écrire ça. Parce que ça serait naturel. Ces livres-là, tu les as écrits pour toi. J'ai écrit pour moi, c'est une thérapie, en fait. Puis quand on fait une thérapie, il faut la faire à tous les jours. Ouais. C'est ça qui est fatigant, d'ailleurs. Il faut l'intégrer dans sa vie. Oui, mais c'est un... Oui, mais c'est fatigant, effectivement, parce que c'est pas de quoi qui est toujours facile. Mais je pense que plus on se rapproche de qui on est vraiment, moins ça devient difficile. C'est vrai. C'est quand on s'éloigne de qui on est, de base. Défaite. Es-tu un mauvais perdant, toi? Pas du tout. Pas assez. Pourquoi tu dis pas assez? Parce que des fois, j'ai tendance à dire, ben c'est un échec, c'est pas grave, faut que je me relève de ça, c'est ce que j'enseigne à tout le monde. Ouais. Mais Colin, c'est grave. Ouais. C'est grave dans le sens qu'il faut pas laisser aller vers ça. Puis là, en étant avec la Ligue nationale, ben on vit sur la victoire. Quand on gagne, on est heureux tout le monde. Puis quand on perd, on est tous malheureux. Puis c'est comme une question de vie ou de mort. Ouais. Mais en fait, ça se rapproche un peu de ça parce que tout le monde, on vise à aller chercher le maximum qui est la Coupe Stanley. Puis il faut pas que tu acceptes la défaite Surtout pas, si tu veux t'y rendre. Surtout pas esquisser un sourire dans la chambre des joueurs après une défaite. Non. Ça, j'ai trouvé ça tellement drôle. Il y a un petit bonhomme de 6 ans qui dit « Ah, c'est un drôle de bonhomme, ça, Michel Terrien. » Je dis « Pourquoi? » Il dit « Parce qu'il veut toujours gagner. » C'est drôle. Échappé. Où l'as-tu échappé belle, Sylvain? Le 11 septembre. Oui. Le 11 septembre, puis après, ça m'est arrivé, j'ai pris un avion, et le lendemain, cet avion-là, avec les deux mêmes pilotes, s'est écrasé 15 minutes après que je sois sorti de l'avion. Quoi? Il y a eu un défaut dans un train d'atterrissage, puis c'est avec les gens de... c'était des ingénieurs, je sais pas si c'était pas Hydro-Québec, c'était General Electric. Ils se sont écrasés, ils sont partis de Dorval, puis ils sont allés s'écraser à Mirabel il y a quelques années. Mais dans cet avion-là, moi, j'étais sorti la veille, le dernier, et je suis un fan de... J'adore l'aviation. J'ai commencé mon cours de pilote d'hélicoptère, puis j'ai voulu avoir un hélicoptère, puis ça a été un peu ce qui m'a retardé. Là. Fait que oui, je l'ai échappé belle dans certaines situations comme ça, puis c'est pour ça que je suis ici, pour t'en parler, parce que la vie est belle et parce qu'elle est fragile. Plus en rafale, période. Quelle est la plus belle période de ta vie? Celle-là, en ce moment avec toi. Toujours, hein? C'est là. C'est ça. Je veux pas qu'elle arrête l'émission, je t'aime. Je veux rester ici. On continue. Ça fait 2 heures, je suis là. On défonce, on va faire des nous autres. C'est ça. Victoire. Ta plus grande victoire personnelle, Sylvain, c'est quoi? Ma plus grande victoire en ce moment, c'est celle de donner des conférences. C'est sûr, c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est toute ma vie personnelle. Je suis heureux. Mais ma plus grande victoire, c'est celle d'être dans des salles puis d'avoir des visages qui s'éliminent. Tu crées de l'espoir. C'est tellement puissant, l'amour qu'on reçoit. Tu le sais, c'est ce que tu vis quand tu aides des gens. Puis toi, tu as la même chose que moi. Ce qu'on aime, c'est faire shiner l'autre. Hein? Et ça, quand j'arrive à faire ça dans ce que je fais, j'ai fait une entrevue récemment avec Guy Lafleur, c'était un moment magique parce que je voulais que les gens sachent qui il est et pourquoi on l'aime autant. Puis cette rencontre-là, elle n'arrive pas souvent. Plus tu vas faire des entrevues, parce que je sais que c'est ça que tu veux faire éventuellement. Puis je veux que tu me donnes des cours. Écoute, c'est tellement... Il faut juste être soi. Tu l'as, la guerre. Tu viens de le faire pendant 1 heure. Là. Non, mais écoute, toi, t'es Larry King du Québec, là, mais moi, je veux suivre des cours avec toi. Je pense que c'est Denis Lévesque qui est Larry King du Québec. Ah! Oui, lui aussi, il est vraiment bon. Je me vois plus comme un Charlie Rose. Tu vois, dans le genre. As-tu atteint tous tes buts? Dernière question de mon questionnaire. Non, sinon, ça serait plate. Oui, hein? Non, loin de là. Moi, je pense que j'ai pas commencé encore. Je suis pas encore parti. Là. Je suis dans le warm-up. La première période n'est même pas commencée. Sylvain, je dis que toute bonne chose a une fin, même les mauvaises. Ah non. On est dans le dernier On veut pas que ça finisse. On veut pas que ça finisse, hein? Non, on veut pas que ça finisse. Il faut quand même que je te retourne l'ascenseur puis dire toutes les choses que tu fais. Tu viens ici quand même gratuitement, puis tu es parti de Sorel dans la neige. Je suis pas payé. Non, c'est ça. Oh, j'aime ça, ta réaction. Collaboration avec le Canadien de Montréal, tout le temps. Ouais. Quand il y a des parties ici, t'es là, toi. Oui, à toutes les pratiques aussi, je suis là. Il faut que je sois proche parce que on ne sait pas quand ça se passe. Quand quelqu'un a besoin de soi, il faut être proche puis il faut créer une relation. Si je ne crée pas de relation avec les joueurs, comment ils vont pouvoir me parler? Et comment je peux... pas avoir un lien de confiance. Non, il faut que... Et ça se fait n'importe où. Des fois, c'est dans le stationnement. Des fois, c'est n'importe où. Tu les trouves comment, ton équipe aujourd'hui? Je dis aujourd'hui, mais en fait, cette saison. Bien, premièrement, l'équipe de... Tu sais, Marc Bergevin, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et qui a mis en place, qui est allé chercher ses joueurs, qui a mis ça en place. Quelqu'un qui est très authentique, très vrai.
puis aussi très exigeant. Il a mis des gens pareils. Et là, quand on regarde Michel... Michel Therrien. Ouais. Tous les joueurs qui le secondent là, sont incroyables. Daigneault. Clément, Daigneault, Jerry Galland, c'est un amour. Et là, Stéphane White qui s'est joué au groupe, même Michel, tous les gens, Mario aux vidéos, tout ce monde-là, c'est comme un dream team d'instructeurs. Et moi, j'ai la chance d'être proche d'eux autres. Je remercie le bon Dieu à chaque jour d'avoir cette chance-là de côtoyer des gens aussi à un niveau aussi élevé. Pour moi, c'est un rêve parce que si tu joues au hockey, tu veux jouer pour le Canadien. Si tu joues au baseball, tu veux jouer pour les Yankees. L'équipe là, étoile. moi, je suis dans le domaine que j'adore avec les Canadiens. En parlant d'équipe étoile, tu es aussi à l'antichambre régulièrement. Oui. Ça, c'est ce que j'adore faire ça parce que je me retrouve là avec des passionnés et des gens qui savent de quoi ils parlent. Ouais. Fait que c'est pour moi, encore là, ça me donne Je vais chercher des connaissances, puis j'essaie de m'améliorer tout le temps avec eux autres. Au niveau de ta communication aussi, ouais. c'est aussi, bon. oui. Les livres, d'abord, le plus récent, le hockey, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Si tu veux le tenir. Oui, c'est ça. Le hockey, c'est dans la tête. En fait, vous pourriez changer le mot hockey par n'importe quoi d'autre. Ouais. Peu importe votre rêve, peu importe ce que vous aimez faire, changez le mot hockey, puis ça se passe entre les deux oreilles en premier lieu. Et puis l'autre livre? L'autre livre, bien ça, c'est le premier que j'ai écrit. Puis le titre, c'est « Dans mes souliers, devenez vous-même, pourquoi pas ». Mais moi, je dirais que le titre, c'est juste « Pourquoi pas ». Pourquoi pas? En fait, pourquoi pas? Pourquoi pas oser ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment? Je sais que là-dedans, il y a un poème que tu connais par cœur. Oui, il y en a deux, en page trois. 305. Tu écris des poèmes, toi, en plus? Moi, j'adore ça. Les mots sont pour moi très puissants. Puis il y en a un qui est sur le rêve, justement, c'est « Rêve, mon petit, rêve ta vie ». Rêve, mais ouvre bien tes yeux, car tes rêves font bien des envieux. Saisis ton rêve à deux mains, tiens-le bien, tu le vivras demain. Enseigne-moi à rêver et reste à mes côtés. Tiens-moi la main et montre-moi le chemin pour qu'enfin je devienne aussi serein que toi, mon petit malin. Ça, c'est le rêve. Mais celui qui guérit tout, c'est celui sur l'amour. Et celui-là, si les gens peuvent l'intégrer, ce poème-là, il est puissant, ça dit « As-tu déjà aimé? Aimé assez pour pardonner. Pardonner même à l'étranger. Étranger avec toi-même. Toi-même, est-ce que tu t'aimes? T'aimes-tu assez pour oublier? Oublier qu'on t'a fait de la peine de ne pas être aimé, aimer sans demander et demander qu'à être aimé. C'est pour ça que je suis ici. Je demande qu'à être aimé et à aimer. Tu sais quoi? D'abord, avant de dire le mot de la fin, les gens qui regardent l'émission peuvent nous écrire quand ils ont des commentaires ou des suggestions à nous faire à info@tvrl.ca ou sinon en allant sur la page Facebook de l'émission. Je termine chacune de mes émissions avec une citation. Tu vas voir qu'elle tombe direct dans le mille. La citation que j'ai choisie pour toi, mon Sylvain, c'est celle de Jean-Paul II qui avait dit « Ce n'est qu'en se dépassant que l'homme devient pleinement humain. » C'est ça que j'ai lu pendant 1 heure avec moi. Ah, merci. Merci, mon Sylvain. Merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir d'une prochaine. Merci beaucoup, Éric. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission dont on n'est pas pressé.